Du coup, on va passer maintenant à la présentation de Monsieur David Leparc. Donc, je te laisse la parole. Merci. Ok, très bien, super. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, c'est moi le préparateur mental. J'ai monté une académie dédiée à cela et je donne des formations en entreprise. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait une vingtaine d'années dans la police nationale où j'ai fait des services spécialisés qui m'ont amené à côtoyer des sportifs de très haut niveau et des situations assez exceptionnelles qui permettent de pratiquer la gestion du stress et des émotions notamment. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, maintenant, dans une autre vie qui est la mienne, c'est de partager avec les sportifs de haut niveau, voire les chefs d'entreprise et cadres, toute cette expérience. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler un petit peu de la préparation mentale. Je vais essayer de faire mon maximum, de vous donner un maximum d'infos, même si en 20 minutes, on va être un peu limité. Ok, donc à la base, qu'est-ce que c'est la préparation mentale? Pour faire le plus simple possible, on va partir du principe que c'est une méthode d'entraînement à part entière, complémentaire de la préparation physique qui a été évoquée avant, avec un ensemble articulé donc d'outils, de techniques et de savoir-faire nécessaires à la progression, à la performance de la personne. En moyenne, de mon expérience, de ce que je constate, même s'il va être difficile de l'évaluer scientifiquement parlant, ce que je constate, c'est que en accompagnant un sportif de haut niveau, s'il pratique régulièrement, avec un bon entraînement, en termes de performance pure, je constate fréquemment qu'il arrive à progresser de 20 à 30% en performance pure. Voilà. Au niveau de l'accompagnement, on parle d'accompagnement vraiment personnalisé, parce que chaque être est différent, a ses problématiques, a son caractère, à son passé, à ses qualités et, entre guillemets, ses défauts. Donc on va travailler l'aspect cognitif, comportemental, émotionnel et personnel. Donc là, pour moi, la préparation mentale, c'est aussi une belle aventure qu'on partage, une belle aventure humaine qu'on partage. Je présente toujours ça quand je coach des pros ou des jeunes en centre de formation avec qui je collabore. Je collabore avec les familles, avec les clubs. Donc voilà, moi je suis dans le plaisir, dans la passion. Donc c'est vous, je pense qu'il y a parmi vous de futurs psychologues ou profs de sport. Donc il y a cette aventure humaine qui est pour moi importante et cette notion de plaisir. Donc je me suis permis de mettre cette citation au proverbe africain, seul on va vite, ensemble on va plus loin, que vous connaissez. Donc la préparation pour qui? J'ai envie de vous dire de la mère de famille au sportif professionnel. Mais dans l'idée, pour toute personne qui souhaite développer ses capacités mentales et être plus efficiente au quotidien ou lors d'un événement particulier, comme ça a été évoqué, en fonction des pics ou des projets Roland-Garros. Tu as parlé de Gaël Monfils, j'ai envie de te rajouter Benoît Paire, qui habite pas loin et j'attends encore son coup de fil. C'est pas faute de lui avoir envoyé un petit message, mais il a un tel talent, celui-là, que j'aimerais tellement lui donner un petit coup de boost à ce niveau-là. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil du tennisman. Donc l'idée, c'est on va pouvoir apporter la préparation mentale pour le sportif pro, l'entrepreneur, l'étudiant pour préparer vos examens, le politicien, le professeur, l'acteur, le comédien et plein d'autres personnes. Donc là, je vous ai fait, pour synthétiser en fait les domaines sur lesquels, au niveau mental, on va pouvoir bosser. Je pars du principe qu'il y a 9 niveaux. J'ai rien inventé. Je suis parti de la méthode Target, pour ceux qui connaissent, et j'ai rajouté l'environnement, qui pour moi est essentiel. Donc, au niveau de la performance mentale, on va pouvoir travailler avec le sportif ou la personne qui le souhaite, son estime d'elle, parce que c'est la base de tout, ses émotions, comment on va gérer ça, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on peut les modifier, les améliorer, faire d'une émotion qui nous paraît un peu limitante, finalement arriver à en faire quelque chose, une qualité, ou en faire une énergie plus positive pour mieux performer.
Je vais revenir en détail, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce schéma. Au niveau de l'énergie, pour avoir l'idée, cette notion d'énergie, avoir plus d'énergie, comment on va mieux gérer ce qu'on appelle les temps faibles, notamment en match, expression que j'aime pas du tout, parce que ça sous-entend qu'à un moment on accepte d'être faible, donc cette expression j'aime pas du tout. Quand je bosse en club, j'essaie de la verbaliser d'une autre manière, parce que comme vous le savez, les mots qu'on emploie, notre langage interne est aussi super important. On se conditionne à réussir ou pas, comme il a été dit un petit peu avant. Au niveau de la motivation, vérifier déjà où la personne qu'on va coacher, où est-ce qu'elle en est de sa motivation, ou même pour les examens. Est-ce que je fais des études pour faire plaisir à papa-maman, ou est-ce que je suis vraiment motivé, que c'est vraiment mon truc, ou est-ce que voilà. Ou la renforcer cette motivation aussi en jouant avec les valeurs ou autre chose. Cette notion passé, présent, futur qui est aussi hyper importante, l'importance d'être dans le présent. On le verra un petit peu après. La communication, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hyper important que ce soit avec vous-même, sa façon de se parler et sa façon aussi de communiquer avec les autres. Et enfin, l'environnement. L'environnement qui est aussi la base. Quand je donne des formations en entreprise, un des conseils qu'on donne à quelqu'un qui veut réussir ou qui se lance, qui monte sa société, pour le sport, pour les études, c'est le même principe. C'est entoure-toi de gens, de 5 personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine-là et modélisé. Alors là, c'est mon côté PNListe, en tant que maître praticien en PNL notamment. C'est un des concepts de la PNL, c'est modéliser des comportements d'excellence et en tirer, voir un petit peu leur façon de faire, leur attitude, leur façon de voir les choses, de réagir, les outils qu'ils vont employer. Voilà. Donc, pour revenir à notre motivation, la base, donc l'idée, ça va être d'évaluer notre motivation et éventuellement la développer si nécessaire. Donc cette motivation qui est intimement liée à notre capacité à définir clairement nos objectifs. Donc là, je vais pas épiloguer sur l'aspect objectif qui a été traité juste avant. Donc il y a différentes... l'idée, c'est réaliste, atteignable, mesurable sur une période définie. Cette notion que cet objectif ne soit pas inatteignable, sinon on l'atteint jamais cet objectif. On a beau s'entraîner dur, on l'atteint jamais. Du coup, ça tape dans notre confiance ou même notre estime de nous. Donc arriver dans l'idée de se projeter, d'avancer pas à pas et de se voir tout doucement progresser. Les stratégies que l'on décide de mettre en place pour réussir sur cette vision court, moyen et long terme. Une question peut-être, cette notion de rester focus sur ses objectifs est la bonne question à se poser peut-être à chaque fois que je fais quelque chose, c'est est-ce que cela va me rapprocher de mon objectif ou m'en éloigne. Une autre question, c'est quels sont mes freins ou mes limites et qui m'en empêche. Souvent, on se rend compte que la réponse à qui m'en empêche, c'est souvent moi-même. Moi-même qui va avoir tendance à me mettre des croyances, ce qu'on appelle dans notre jargon des croyances imitantes. Alors, on distingue les croyances aidantes. Je pense par exemple, vous êtes jeune, c'est Jean-Pierre Papin, ça ne vous parle pas, mais un ancien grand footballeur de l'Olympique de Marseille qui marquait plein de buts. Lui, sa croyance aidante, c'était de garder toujours le même slip. Le même slip pour gagner, pour marquer des buts. À chaque fois, il faisait des super matchs. Donc forcément, au bout d'un moment, il était tout troué, mais il gardait toujours le même slip. On parle de croyance aidante, pourquoi pas. Mais l'idée, ça va être de détecter nos croyances imitantes. Donc elles sont par rapport au départ notre éducation, l'éducation qu'on a eue. Nos parents ont fait du mieux possible, évidemment. Maintenant qu'on est adulte, peut-être qu'il est important d'apprendre à penser par soi-même, de prendre ce qui nous paraît bien et d'améliorer un petit peu les choses en détectant éventuellement quelques croyances qu'on nous a inculquées dans plein de domaines et d'arriver à les transformer. Au niveau du passé, cette notion de passé est selon moi hyper importante. C'est une des premières choses que quand je reçois quelqu'un qui veut bosser sur
sur son épanouissement personnel ou pour mieux être plus performant dans un domaine particulier. Ça va être de voir si la personne est vraiment, s'il y a un travail nécessaire à faire sur elle ou pas. Il y a toujours, hein, même si on peut être hyper heureux, hyper équilibré, on peut toujours améliorer les choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en accord avec soi, avec son passé, d'avoir enlevé toutes ces émotions un petit peu négatives, dites négatives dans mon jargon, un peu limitantes, qui me renvoient à des choses. Si je me retrouve dans une situation, ça va me renvoyer à quelque chose passé plus prenant, qui va me limiter. Une défaite tout bête, hein, pour revenir sur le sport, quelque chose de plus léger. Une défaite, le gars, normalement je dois le gagner 10 fois, sur 10 matchs, 10 fois. Et là je ne sais pas pourquoi, je perds et je ne comprends pas. Et du coup, derrière, j'enchaîne les défaites parce que ça m'a bouleversé. Je ne pensais jamais que je perdrais contre un gars si faible. Voilà, par exemple. Hein. Donc là, il y a des choses à comprendre, à améliorer. Et l'idée, une de mes devises, c'est celle de Nelson Mandela que je vous ai notée, que vous connaissez probablement. Hein. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. D'ailleurs, pour revenir sur le cadre du tennis, c'est Nadal dans ses interviews qui vous dit moi, heureusement que j'ai perdu parce que c'est dans la défaite que j'ai appris. On apprend peu finalement dans la victoire, c'est surtout dans la défaite, dans les galères du quotidien, dans la vie, que l'on apprend et que l'on ressort grandi parce que justement l'idée c'est d'avoir appris quelque chose. Donc on va être plus fort que celui qui n'a pas vécu cette galère. Nous on a su la dépasser, trouver de nouvelles solutions. Donc on va parler peut-être de ressources aussi. On a de nouvelles ressources en nous. On s'est montré, on a été capable de dépasser ça. Donc on a quelque part une avance sur celui qui n'a pas vécu. On parle de feedback plutôt que parler de... Ça, c'est très pénaliste, hein, mais on va plutôt que parler d'échecs, de défaites, on va plutôt parler de feedback constructif. L'environnement qui va être hyper important. Quand on parle d'environnement, en général, ça va être géographique. Vous pouvez mettre le plus grand sportif, le plus doué. Je pense à quelques Brésiliens ou quelques Argentins du PSG en ce moment. S'ils n'ont pas la qualité de vie, le soleil, la mer, ils vont avoir peut-être plus de mal à performer et à s'adapter, par exemple. Donc peut-être que l'environnement n'est pas idéal pour, à part leur ramener la plage et le soleil. Voilà. Ça peut être familial. Est-ce qu'au niveau familial, le cadre de la personne est idéal? Est-ce qu'il évolue dans un environnement serein, conflictuel ou autre? Professionnel. Également, comment ça se passe? Social, amical et sentimental. On le retrouve souvent dans les professionnels que je vais accompagner, les sportifs pros. Souvent, ils vont moins performer à cause de leurs problèmes sentimentaux. La femme qui est partie avec les enfants, il n'a plus de nouvelles, ça va être très dur pour lui, mais il a beau être professionnel. Il va plus se risquer du coup à des blessures, à moins performer. L'idée c'est ça, c'est un professionnel, c'est d'avoir la tête, d'être bien dans sa vie, d'avoir réglé tout ça, son passé, son présent, pour être focus sur ses objectifs sportifs, par exemple. Donc arriver à trouver ou à créer son environnement idéal. L'estime de soi. La base selon moi, de toute réussite, hein, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle. Je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont réussi en ayant une piètre estime d'eux. Ça ne veut pas dire se regarder dans le miroir et se dire je suis le plus beau, je suis le plus fort et le plus intelligent, on est d'accord. Sur une échelle de 1 à 10, c'est se donner, arriver à s'évaluer, à se donner un bon 7 au moins, 7-8, c'est bien. Ça paraît être une bonne mesure. Mais bon, l'avantage, c'est que ça se travaille. Hein, pour ceux qui font psy, je sais que vous connaissez ça. Quand on gratte, il y a beaucoup de choses, bien souvent, dans la petite enfance, des petites choses à régler. On les règle, et comme ça, on règle ce problème d'estime de soi. On la réévalue, et on continue, et on avance. Ça passe par donc aussi apprendre à mieux se connaître et apprendre à s'aimer. Cette notion de présent, hyper importante, cette notion de rester dans le présent.
dès que je vais en plein match ou que je me prépare à quelque chose, ok, c'est super d'avoir des objectifs, on a évalué, court, moyen, long terme, j'ai mis en place, je vais faire ça, j'ai mis en place ça. Mais par contre, je joue au tennis, je reste bloqué sur ma balle pourrie qui a fini dans le filet et je suis en colère parce que je ne fais jamais ça à l'entraînement. Et là, en match, sur un point important, je viens de faire ou un filet ou une double faute au service. Et je reste avec cette énergie négative, avec cette émotion, cette frustration, cette colère, et je reste dans le passé. Et du coup, au présent, il y a de fortes chances que sur le point que je suis en train de jouer, je ne vais pas faire grand-chose de bon. Dans le futur, si je me projette dans le futur, dès qu'on va se projeter dans le futur, on ne maîtrise pas notre futur. On n'est pas devin, donc on va se créer du stress. Qu'est-ce que l'autre va penser? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais gagner? Dès qu'on commence à se poser toutes ces questions, on se crée du stress. Et là, on n'est pas forcément dans le stress positif, à mon sens. On va utiliser de l'énergie, on va gaspiller du temps, de l'énergie. D'où vraiment la question tout de suite, par exemple en match, peut-être à se poser, ça va être, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre ma balle, je la mets dans la poche, je la sors de ma poche pour me préparer à servir, par exemple. Ok, pour les études, ça vous parle peut-être plus. Plutôt que me concentrer sur les questions qui vont être posées, sur si j'ai un oral, sur quel prof je vais tomber, un qui a sa tête qui me revient, un qui ne me revient pas, ou est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas. Se concentrer sur les choses qu'on maîtrise. Voilà, sur les éléments qu'on maîtrise. Pareil, quand on joue, quand on est sportif, qu'on joue en extérieur, on va se plaindre du vent, de la pluie, tout ce que vous voulez. Le gars en face, il a les mêmes problèmes. Donc autant se concentrer sur soi, sur soi-même, sur ce qu'on a à faire, et on avance. Il y a cette notion donc d'état d'esprit, c'est très à la mode, hein, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux ou dans les pubs, travailler son mindset, hein. Bon, c'est bien en anglais, mais en français ça veut dire état d'esprit. C'est ça, cette notion d'avoir une attitude positive, de regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous l'avez chez certains interviews de sportifs, le gars, il a fait un match pourri, notamment certains Français au tennis. Des fois, ça avait tendance à m'agacer. Et il vous sort, il perd sa finale de Coupe Davis et il trouve quand même des points positifs et tout ça. En tant que supporter, c'est un peu agaçant. Mais finalement, c'est une bonne attitude. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les choses qui n'ont pas fonctionné pour continuer à progresser. Donc l'idée, le mindset, c'est ce qui vous conditionne, votre façon de penser, votre manière de créer, votre manière d'agir face à un problème. Au niveau des émotions, hyper important, donc l'idée, ça va être de développer sa confiance en soi. Hein, si j'arrive à avoir un bon 8 sur 10 sur mon échelle de la confiance en moi, c'est bien, ça se travaille. C'est fluctuant, c'est hyper fluctuant, hein, en fonction, notamment au tennis, hein, c'est un sport de fou. On perd d'un coup, on se prend pour le maître du monde parce qu'on a fait un super set et on se relâche, des compensations et du coup on se prend un 6-0 derrière et du coup notre confiance est au plus bas et ça se travaille, ça s'améliore, il y a plein de techniques pour ça. Et puis cette notion de développer son intelligence émotionnelle, apprendre à ne pas être dans la réaction, mais à comprendre, à arriver à prendre un peu de hauteur et de se dire, ok, j'ai cette émotion, qu'est-ce que j'en fais? Je garde pas, je vais aller chercher donc une idée, un système d'ancrage notamment, on parle d'ancrage positif, pour aller chercher d'autres émotions et donner une réponse plus adaptée, plus constructive pour moi, que ce soit dans le verbal ou dans une action. Voilà. Quand on cesse de reconnaître ses émotions, on cesse de comprendre le sens de ses expériences, disait Nathaniel Branden. Alors, donc, il y a un résumé, je vous ai fait un résumé sur le circuit mental permettant de mieux gérer ses émotions. Donc, l'idée, ça va être de percevoir donc, la vue d'un événement. Donc, exemple, quelqu'un qui me dit quelque chose qui va m'occasionner une émotion pas très sympa en moi, ou le jour de mon examen.
Donc ça va faire appel derrière à une référence à une image interne en moi qui me renvoie à un souvenir négatif. Donc exemple, pour quelqu'un qui passe un examen, bah, je suis au rattrapage, j'ai pensé à mes partiels où je me suis vautré. Donc ça va générer en moi un état, de la tristesse, de la colère, du stress ou autre chose. L'idée, ça va être de se poser la question, ben, qu'est-ce qu'elle signifie cette émotion? Donc on va prendre du recul, on va se dissocier et on va chercher à comprendre cette émotion. Et qu'est-ce que je vais en faire? Je la garde pas? Et de quelle émotion ai-je besoin plutôt pour agir? Je vais peut-être aller chercher une autre émotion comme la sérénité, la confiance ou autre chose. Et à ce moment-là, je vais rester connecté à cette émotion pour être dans l'action et apporter une réponse verbale ou une action. Au niveau de l'énergie, je ne vais pas épiloguer parce que derrière, on a quelqu'un qui va en parler mieux que moi, il me semble. Donc l'idée, ça va être aussi, on en a parlé aussi avant, apprendre à mieux gérer son corps, son état d'esprit, son esprit et aussi, j'ai envie de dire, son agenda. L'idée, c'est, on en revient sur l'hygiène de vie, le sommeil, la nourriture, la santé, mise en place de routines, notamment dès le matin. Le matin, je peux visualiser ma façon de faire durant ma journée, en me voyant dans la réussite, en faisant plein d'actions, de balades, de méditation, de plein de choses. Ok. Et de travailler aussi sa communication en utilisant, par exemple, des outils comme la PNL, l'hypnose, de merveilleux outils au changement et à la performance. Une dernière petite phrase, les neurosciences ont prouvé que notre cerveau ne comprenait pas la négation, donc dans votre langage interne, si vous vous dites « il ne faut pas que je lâche », il y a de fortes chances que votre cerveau comprenne « il faut que je lâche ». À méditer. Donc pour finir, parce que personne n'a le pouvoir de prédire votre avenir, je me permettrai juste de vous lancer cette phrase et petit conseil amical, ne laissez jamais personne briser vos rêves et dites-vous bien que tout est possible. Croyez en vous et en vos rêves et donnez-vous-en les moyens. Merci à vous.